Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers, bien sûr, DLN2 numéro 26. Nous décryptons, comme d'habitude, l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu de ce jour, en tout cas, le seul sujet, c'est bien sûr le CHAN Algérie 2023 avec les éperviers du Togo qui ne goûteront pas aux délices d'une seconde qualification pour le CHAN, dont la phase finale est prévue donc en Algérie l'an prochain. Ils sont éliminés après un décevant match retour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le menant du Niger a été plus réaliste et a fait le boulot dans le temps additionnel. Retour sur cette élimination du Togo et les conséquences éventuelles pour le staff technique et les joueurs. La Fédération togolaise de football sérieusement touchée et affectée par cette élimination qui ne semble pas booster donc les efforts de redressement enclenché depuis quelques saisons. Et puis, on va dire Togolais en club, coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Et puis la tranche des auditeurs à vous l'antenne, on vous accordera quelques minutes pour réagir. Dans le nid des éperviers d'LN2, c'est avec la technique Pélagie Mekoum, merci. À la caméra, comme d'habitude, et l'homme à Dovon. Et puis au studio ici, Franck Nouniama et Angelo Folikwe de la rédaction de Sport FM. À la présentation, appelez-moi Aimé Le Bon. Voilà, le CHAN 2023 en Algérie. Voilà, le Togo n'y sera pas. Il ne va pas goûter aux délices de cette seconde qualification pour cette phase finale très attendue donc en Algérie. Ils sont éliminés, ça épervient. Après donc un décevant match retour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Alors, comme d'habitude, on est là avec Franck Nouniama. Bonjour, bienvenue. Merci, Aimé. Bonjour auditeurs et auditrices. Angelo Folikwe, salut, comment ça va? Salut sportif Aimé, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout de suite, Franck, que peut-on retenir de ce match retour à Cotonou? Il n'y a rien à retenir, il n'y a que la déception. Et puis le dégoût est véritablement, après cette prestation, on ne peut plus, j'allais dire, catastrophique de la sélection nationale. Tout le monde s'attendait à une qualification parce que même si c'était 1-0 au match aller, il y avait de la place pour gagner ce match. Même à 2-1, le Togo était qualifié. On ne sait pas comment cette équipe a pu faire les choses pour que le Togo soit éliminé à l'arrivée. Quelqu'un a dit, il est en face de moi, il a dit que le Togo s'est sabordé. C'est sabordé, j'aime bien ce mot-là, donc c'est ce qu'on peut dire, c'est la déception et rien d'autre. Rien d'autre, déception, c'est ce que vous retenez également, Angelo? S'il y a un mot plus fort que cela, on va le ressortir. Sortez-le. C'est plus qu'une frustration ambiante. Aujourd'hui, on aurait aimé trouver des superlatifs à l'endroit et du sélectionneur et des joueurs par rapport justement à l'équation qui était bien évidente sur la feuille ou la copie, simplement au Togo de tout faire sans avoir à encaisser une défaite. Match nul, une victoire, voilà. La conséquence serait le sourire aux lèvres, comme un peu lors du match aller où oui, on n'a pas vu certes une prestation très imposante de la part des éperviers, mais au finish, le Togo avait gagné 1-0. Tout le contraire du côté du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou la dernière fois. Voilà, on est devant le fait accompli, on ne peut que ronger les freins. Et comme on ne cessera jamais de le dire, on retourne encore en arrière. Et les prochaines sorties du Togo en matière d'éliminatoire du CHAN, ce ne sera plus 2 matchs, mais 4. Oui, mais voilà, donc c'est l'une des conséquences, je dirais, justement, de cette élimination avant terme, justement, à la suite donc, de ce match joué contre le Niger. Et justement, à la fin de ce match, le sélectionneur adjoint, bien sûr, Hugues Kao, c'est son nom, et à l'absence de... Enfin, est-ce qu'on va dire qu'il était absent? Non, il était là. Il semble qu'il a fui la presse. Noyé par l'élimination. À la suite de son refus donc, de venir en salle de conférence, et c'est bien sûr son agent, Hugues Caon, qui s'est prêté bien sûr au jeu de questions-réponses. On va l'écouter. C'est vraiment une grosse déception puisque tout un pays nous attendait. En début de match, on est tombé dans le jeu de l'adversaire. On jouait long. On a encaissé un but à la dernière minute des 45 minutes. On repart dans les vestiaires. On essaie de poser les pions
on essaie de faire quelques changements pour pouvoir corriger le jeu. On est arrivé à marquer un but, ce qui nous permettait déjà d'être qualifiés. L'arbitrage était un peu compliqué. Ce dernier but qui vient à la fin casser ou bien saper le moral de tout un pays, c'est vraiment une grosse déception. Surtout que l'adversaire, il a marqué. Déjà quand il marque, il met déjà une pression sur nous. On ne peut pas accuser X ou bien Y. C'est tout un travail d'ensemble qui vient de tomber à l'eau. On va retourner, on va travailler pour se préparer pour les prochaines années. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Au début du match, l'arbitre, il a montré combien de fois il était contre nous. Sur l'action, il ne siffle pas. Il était là, il a attendu 1 seconde, 2 secondes avant qu'il ne siffle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le ballon plutôt était déjà à côté de la main du joueur nigérien, pas du Togolais. Parce que le joueur togolais, il n'a pas touché. Sérieusement, franchement, l'arbitre, il a failli sur ce coup. Hugues Caon s'en prend plutôt à l'arbitrage, justement dans ce match qu'il a perdu face au MENA du Niger. Franck? Je pense qu'il fait le faux fuyant. Il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à cette sortie, à ce match insipide présenté par le Togo. Il y avait un résultat positif, 1-0 à l'aller, donc le staff technique a dormi là-dessus. Lorsqu'on écoute un peu les déclarations d'avant-match de Jonas Kokou-Komlan, il disait « Nous avons travaillé sur la récupération, la conservation de la balle, mettre en place une stratégie de jeu, puis le jeu en transition. » Sur le match retour, on n'a rien vu de tout cela parce qu'il voulait garder cette avance, petit soit-il, d'1-0. Il a commencé à demander à ses joueurs de jouer derrière, de jouer très bas. Donc, il n'y a même pas 5 minutes de jouer. Les joueurs togolais ont refusé le jeu. Ils ont garé le bus. Et cela a permis quand même au MENA du Niger d'avoir de la confiance, de porter le ballon de façon permanente devant les buts togolais pour les pousser à la faute. Et ça s'est vu sur l'ensemble du match. Tout le monde est d'accord que cette équipe ne voulait pas jouer. Donc, lorsque vous vous présentez sur le terrain avec cette mentalité, avec cette façon de jouer, derrière, il ne peut y avoir que la défaite. Et ça a été très violent pour tous les Togolais. Donc, je pense qu'il avait autre chose à dire. Par exemple, analyser le match. Je comprends quand il s'en prend un tout petit peu à l'arbitre. C'est vrai, ce pénalty était tendancieux. Donc, on pourrait le dire maintenant. Le Togo a donné le bâton avec lequel il s'est fait taper. Donc, il n'y avait rien à dire. Le premier responsable de cet échec, c'est bien le staff technique qui n'a pas su trouver les meilleures combinaisons. On commence le jeu avec 3 milieux défensifs, à savoir Novon, Amekoudi et puis Mani Ougadia. Qu'est-ce que vous voulez produire comme football ? Ça, c'est au temps de Mathusalem qu'on voit tout ça. Donc, je pointe du doigt le staff technique. C'est lui qui n'a pas fait le boulot et qui a conduit et qui a jeté cette élimination à la figure de tout le peuple togolais. C'est le staff technique qui n'a pas fait son boulot. Selon bien sûr Franck Lunyama. Angelo, mais voilà, est-ce que les éperviers ont vraiment mouillé le maillot ? Bon, est-ce qu'ils ont mouillé le maillot ? Je ne le dirais pas. J'ai eu l'opportunité de faire le match en direct. Justement, si j'étais dans mon salon, j'aurais fait d'autres analyses. Non, j'étais bien dans le match du début jusqu'à la fin. Quand vous prenez les 45 premières minutes, honnêtement, il n'y avait rien. Je dis bien, il n'y avait rien. La première action, c'est à mettre à l'actif d'Akoro Bilali, semblant justement de contre-attaque. Et derrière, le ballon qui termine au-delà de la ligne de but. Et puis derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Que du gardien, Oronyeni Wassiou, en passant par Madjidji Djalilou ou Fabrice Agbocho ou encore Dodi Amekoudi et tous les autres. On a l'impression que les Togolais avaient du boulet dans leurs chaussures. C'était compliqué pour eux d'abord de se déplacer. La lecture de jeu était vraiment compliquée, plus que compliquée. Les 3 qui sont alignés d'entrée devant Ouattara Moutalabo, Oronemini Nazif et un 3e larron Akoro Bilali, c'était vraiment difficile de pouvoir se trouver. Les Togolais n'arrivaient pas à aligner 3 passes de suite. Et vous comprenez qu'à un moment donné, les Nigériens balançaient les longues balles, bénéficiaient des fautes, les coups de pied arrêtés, les coups de pied de coin. Tout c'était à l'avantage des Nigériens. Je n'ai jamais compris pourquoi cette équipe a manqué autant de détermination. Et pourtant, lors des interviews d'avant-match, et surtout après le premier match gagné face au Niger, vous sentez qu'il y a une sérénité, une confiance en soi, une détermination affichée d'aller faire un match là-bas. Mais curieusement, première mi-temps, 0 tir cadré sur Kassali. Kassali est même sorti de sa surface de vérité et participait au jeu comme à l'entraînement.
Ça, c'est clair. Et si les joueurs ne jouent pas comme ça, les consignes viennent d'où? Posons les bonnes questions. À un moment donné, les joueurs eux-mêmes peuvent se lâcher en disant tiens, il faut qu'on arrive à mouiller le maillot. Quand vous regardez un peu entre les lignes, on nous parle d'une prime de qualification avoisinant les 5 millions, peut-être moins. Mais attendez, au moins à un moment donné, jouez pour cet argent-là. Jouer pour récupérer la cagnotte qui est mise en jeu. Et il semble même que du côté du ministère, on en fait en sorte que l'on puisse mettre à la disposition déjà la somme. Dès que le match termine ou finit, la valise a voyagé avec les joueurs, histoire de tout l'argent de suite en espèces. de leur remettre chacun la prime de qualification qui leur a été promise. Comme ça se fait avec l'équipe Fagnon. Mais malheureusement, l'argent est reparti à la maison. Oui, l'argent a retransité le tronçon Cotonou-Lomé et je me dis à un moment donné, oui, on peut toucher du doigt le staff technique, mais je me dis également qu'au niveau de ce staff technique, la Jonas Kokou-Komla a joué avec la peur. Il a eu peur de ce match. C'est en cela, je dis encore une fois, pourquoi avoir fait, par exemple, amener un certain Emmanuel Adebayor au niveau de la séance d'entraînement des joueurs? Était-ce pour leur apporter une certaine valeur ajoutée au plan mental? Si c'est ça le cas, mais ils ont échoué. Ça n'a pas marché. Oui. Et il était également là à Cotonou. Ouais. Ça n'a pas marché. Donc, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire les choses? Ou bien, à un moment donné, on n'a pas su faire les choses comme il se doit. Au-delà de ce que je viens de dire, vous prenez le match en lui-même, le Niger qui marque, en tout cas dans le temps additionnel de la première partie. Oui. À un moment donné, à force de défendre, vous craquez. Et le troisième but nigérien est intervenu dans le temps additionnel du temps réglementaire. Voilà. Là aussi, le mental n'était pas au niveau. Et voilà, quand on prend des joueurs qui ont finalement fait leur entrée, que ce soit Bodé Abdul Sabour, Justin Yéré ou encore Denis Abalo, c'est là le comble même. Denis Abalo, il n'avait pas la confiance du coach au match aller. Oui. Tout le monde s'est dit, tiens, il faut qu'on mette Denis Abalo, c'est un joueur capable de garder le ballon, de casser les lignes. Eh ben, il l'a mis finalement. Il l'a mis, mais à la 87e minute. Il va vous dire, oui, mais vous avez vu, vous l'avez réclamé, voilà, il est arrivé. Et sur ce match, il n'avait pas l'expérience. Oui, Abalo Denis a joué quelques matchs en championnat ici, mais il n'a pas d'expérience de ce genre de match où le mental doit être costaud et l'enjeu est terrible. Aujourd'hui, première action, premier ballon, il renvoie le ballon derrière dans les champs ou bien dans les jambes d'un joueur nigérien. Et c'est ce qui cause le pénalty derrière. Pour dire ceci, je pense que tout le staff, je ne cesserai jamais de le dire, a fauté sur cette situation. Maintenant, il faut comme on le dit, demander les responsabilités aux uns et aux autres, histoire de tirer les meilleures leçons de cette élimination piteuse. Depuis, bien sûr, dimanche dernier, samedi dernier justement, cette élimination. En tout cas, les analyses ont fusé de partout, avec naturellement la presse, les supporters également en ont fait de choux gras, voilà. Et on pourra peut-être écouter une réaction des supporters, des éperviers justement à la suite de cette élimination. On les écoute. Comment se fait-il que les joueurs vont refuser de jouer? Même à 2-1 là, on était qualifié. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, ils ne peuvent pas conserver le score. L'arbitre là, il a été corrompu. Parce que le coach nigérien nous avait averti ici. Mais comment un coach fait sortir un milieu défensif et puis envoyer un attaquant? Alors que il sait qu'à ce temps-là, nous étions qualifiés. C'est du n'importe quoi. Il faut que le staff la démissionne. Parce qu'ils n'ont pas mieux fait que la barre de serre. Championnat que nous jouons play-off là. C'est pas ça qui est notre problème. C'est quel joueur nous avons au Togo. Il faudrait qu'il y ait des compétitions au bout des gens. Nous n'avons pas ça. On joue play-off. D'autres joueurs sont assis. Qu'est-ce qu'on appelle play-off? Aujourd'hui, on devait avoir des grands joueurs. 2 ans plus pleins. On n'a rien fait comme le football moderne. Soyez sérieux. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place? On accuse les joueurs. Si un entraîneur, la joueur n'a rien à dire, quoi qu'il vienne raconter du n'importe quoi. Moi, j'aimerais que ce staff-là n'a qu'à démissionner. Franchement, ils n'ont qu'à démissionner. Moi, j'ai des amis qui sont à Cotonou, moi, appelés, ils disent que si eux, ils savaient, ils n'allaient même pas supporter le Togo. Franchement, que c'est comme si le Togo n'avait pas un entraîneur à ses côtés. On avait plus besoin de garder la balle, faire circuler, créer des fautes pour gagner en temps et autres, tout ça là. On a vu qu'il y a des joueurs sur ce match retour face au Niger qui peuvent bien faire l'affaire, mais on a fait, est-ce que le coach vous écoute quand même? En tout cas, ce sont les réactions de certains supporters, voilà, donc à la suite de cette élimination. Franck Nounyama, alors, dans quel compartiment les joueurs ont-ils pêché?
Je veux dire que j'ai suivi la retransmission d'Angelo Folico et je n'ai pas fait le voyage de Cotonou. Alors donc, maintenant, on va lui adresser la parole d'abord, peut-être. Non, je veux dire ceci. En le suivant, oui. Je veux dire ceci par rapport à tout ce que j'ai suivi, par rapport à tout ce qu'il a fait dans le direct. Je pense que le Togo n'a pas joué en bloc équipe. Hein. C'est une équipe qui a voulu jouer clairement de façon défensive, en refusant de se projeter vers l'avant, en comptant sur des contre-attaques qu'ils étaient incapables de pouvoir faire. Parce que lorsque vous défendez très bas, quand vous prenez le ballon, il devait avoir de la vitesse et puis la relance propre et correcte pour permettre aux attaquants de pouvoir Encore que vous avez dit qu'il n'y a même pas de milieu relayeur. Voilà, pour aller très vite vers le but adverse. On sait qu'il y avait Agoro, on savait qu'il y avait Akoro également, qui était l'un de ces rares attaquants à pouvoir se montrer. D'ailleurs, c'est lui qui a permis au Togo de pouvoir égaliser sur un coup franc qui était retombé dans la défense. Il a repris pour égaliser. Donc voilà, il y avait ce refus de jeu visible un peu partout. La sortie du gardien de but n'était même pas convaincante. Il était toujours pratiquement dans la rue quand il sort. Et puis les défenseurs, il n'y avait pas, on va dire, cette solidarité, cette communion entre les joueurs. Peut-être qu'ils sont un peu, on va dire, déboussolés par l'enjeu, par le discours certainement du staff technique de l'entraîneur principal. Ce refus de jeu a été constaté par tout le monde. Donc voilà le problème principal qui a permis au Togo quand même de déjouer clairement et qui a mis les Nigériens en confiance. Vous étiez donc sur place, vous avez regardé donc les Togolais évoluer donc sur ce pré. Dites-nous les compartiments dans lesquels on n'a pas du tout évolué, où on a pêché. Tous les compartiments. Ah. Depuis la base arrière, en commençant par le gardien. Comme il le disait tout à l'heure, il faisait des sorties hasardeuses. Très approximatives. Oronyeni Wassiou n'a jamais eu, en tout cas, le toupet de rassurer ses coéquipiers. C'était compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est un refus des joueurs de jouer ou quoi? Les deux. En fait, quand je dis les deux, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont en train de suivre sûrement des consignes du staff technique et sur le terrain, au lieu justement de ne pas préserver ce petit but, je dis bien ce petit but d'avance, mais ils se sont recroquevillés derrière en ne sortant pas. Vous savez, aujourd'hui dans le football moderne, tous les coachs vous le diront, tous ceux qui observent le football le diront, quand vous jouez en bloc bas et que vous voulez défendre votre acquis, mais votre arme redoutable, c'est la contre-attaque. Le Togo n'a jamais joué en contre-attaque dans ce match face au Niger. Aucune action en contre-attaque. Vous comprenez quoi quand on dit cela? C'est-à-dire que ce soit le gardien, je le disais tantôt, il passait son temps à perdre le temps, à faire tourner le chronomètre. Ça se comprend. Pourtant, on n'est qu'à la 5e, 10e minute justement du match. Vous prenez la défense. Sincèrement, ça n'a pas vraiment marché. Madjedi a essayé de porter un peu, ayant été désigné capitaine pour ce match, donc il avait la lourde responsabilité de montrer le chemin à ses coéquipiers, même si dans son couloir, il a tenté quelques, je pourrais dire, sorties offensives, mais ce n'était pas constant. Fabrice Agbocho, il a essayé, mais ce sont des ballons rendus à l'adversaire. Au milieu de terrain, les trois colonnes, Manu Gadja n'étaient pas au top. Il n'était pas au top. Chaque fois qu'il récupérait le ballon, c'était compliqué pour lui de trouver un attaquant devant. Et même à un moment donné, Akoro Bilali était obligé de revenir au niveau du milieu de terrain, se bagarrer, aller à la lutte, aller au charbon pour récupérer le ballon dans les pieds des Nigériens. Mais tout ça aussi n'était pas suivi par une contre-attaque. Donc, la première tentative de but, ou la situation de but du Togo, ce n'était pas sur une action construite vers l'avant. C'est suite à un corner. Le ballon retombe dans la surface de réparation. Il y a un petit cafouillage. La défense nigérienne hésite. Akoro Bilali surgit et met le ballon au fond des buts de Kassali. C'est ça l'action de but. Il n'y a jamais eu de construction gauche-droite dans les couloirs, passe entre les intervalles pour aller titiller cette défense nigérienne. Avec tout ce que nous sommes en train de dire, vous comprenez que, oui, il y a eu ce refus de jouer côté togolais, soit inhibé par la peur du match, soit par les consignes du coach, soit, je ne sais pas, par cette envie qui n'était pas là, d'aller en tout cas au prochain année. Je pense que cette équipe-là, franchement, au niveau mental, par rapport à celle qui avait disputé le match contre le Nigeria en aller-retour, est vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. En tout cas, alors qu'il y avait donc une lourde enveloppe qui attendait. Dommage.
On était reparti avec cette lourde enveloppe-là. Alors, quelques confrères ont réagi également à chaud après donc, cette élimination. On va écouter d'abord Grégoire Attignon sur ce match Niger-Togo avec ce refus de jouer. Nous l'écoutons. Moi, je n'ai pas compris cette manière de jouer de l'équipe togolaise. Et déjà, en début de partie, vous sentez que c'est une équipe qui refusait pratiquement de faire le jeu. À chaque fois, on laisse l'initiative au Niger. À chaque fois, le Niger a le ballon et la défense togolaise ne fait que reculer. Même le portier Oronyeni Ouassiou, pour faire son dégagement, il traîne un tout petit peu. À chaque fois, l'arbitre était obligé de le rappeler. Et à chaque fois, quand il prend le ballon pour le poser dans les 5 mètres 50, déjà, quand il pose la balle, l'arbitre siffle. Ce qui veut dire qu'il y a quand même cette idée-là, c'est de défendre la victoire de Lomé 1-0. Et donc là, on a compris que l'équipe togolaise ne voulait pas jouer au milieu de terrain togolais où il y a 3 milieux défensifs. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de milieu offensif. Les 3 attaquants étaient obligés de venir eux également chercher le ballon. Maintenant, chercher et porter ce ballon vers l'avant, c'était difficile parce que Agoro Ashraf ou encore Ouattara Moutalabou ou encore Akoro Bilal, il y a qu'Akoro Bilal seul qui arrivait quand même à porter le ballon, même dans la surface de la toute première occasion togolaise dans ce match, c'était à la première minute. Akoro Bilali, il l'a essayé, mais c'est parce que devant, il n'y avait pas quand même de soutien. Sinon, cette balle, c'était une première action qui pouvait quand même faire un but pour le Togo. Mais là, il n'y avait pas de soutien. La défense nigérienne était revenue. Donc, l'équipe togolaise a complètement abandonné le jeu au Niger. Oui, c'était donc Grégoire Attignon de Sport FM qui faisait donc ses analyses. On va rester à Sport FM avec un autre confrère également, Latif Yorouma, justement, et qui essaye également donc de donner son analyse en pensant donc à Jonas Kokou qui a perdu son nom à la fin. Quand Jonas dit que lui, il avait un nom avant d'arriver ici, qu'il n'a rien à prouver, alors il n'a rien à prouver, voilà, il n'a pas pu prouver parce que je me dis, Jonas jusque-là n'est pas encore champion du Togo, Jonas n'a pas su qualifier le Togo pour le CHAN, Abalo Dossé, champion du Togo, Abalo Dossé a qualifié le Togo pour le CHAN. Vous voyez, ça suppose que Jonas, il n'a pas encore marqué un seul point au Togo. Un seul point. Mais il a dit, et au sortir de cette conférence de presse, ça a parlé au niveau de la presse. La presse togolaise a été un tout petit peu tendre parce qu'elle se disait, voilà, on était dans une dynamique. On était dans une dynamique importante. Parce que le jour-là, il ne fallait pas. Parce qu'il s'est dit, oui, voilà, c'est nous la presse, on critiquait trop, que lui, il avait déjà son équipe en tête, alors qu'on ne peut pas avoir un schéma figé, un schéma robot, ou bien des noms figés. Non. Moi, je me dis, au sortir du match ASK Unisport, tournoi Dr Kaolo, il y avait quelques cartes qui ont été redistribuées. Vous allez voir, dans ce match, on a vu le petit Abalo Deni, même si Jonas a grillé le petit. L'autre fois, on l'a vu. On a vu le Rasta de Unisport. Djama Famille. C'est Fama Djami. Voilà. On l'a vu. Mais Jonas a dit, non, je n'avais plus besoin d'attaquant. Mais selon les informations, il a fini par faire venir un attaquant qu'il n'a jamais utilisé. Je crois il a fait venir Taufik, l'attaquant Moukaïla, qui n'a jamais utilisé sur ce match. Alors, je me dis qu'à un moment donné, oui, il y avait trop de confiance, il y avait trop de surestimation de la part de notre entraîneur qui a dit qu'il n'a pas besoin de bien jouer pour gagner. Il n'a pas bien joué, il n'a pas gagné. Voilà, donc ces analyses bien pertinentes de Latif Yorouma, justement, et qui prenait au mot, justement, les propos de l'entraîneur, du sélectionneur Jonas, qui annonçait qu'il avait déjà un nom avant d'arriver au Togo. On va revenir tout à l'heure. John Attisson, lui, il est de l'équipe 228.tg et qui fait également son analyse après avoir assisté à cette élimination à Cotonou. En aucun moment, Didier Deschamps n'a boudé la presse française parce que son équipe a été éliminée et il n'arrive pas et il ne pourra pas parler. C'est la raison. Moi, je suis allé aux informations, on m'a dit que il était tellement touché par l'élimination qu'il ne pouvait pas parler. Si c'était une qualification, il n'allait pas être débordé par la joie et ne pas parler. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on nous respecte parce que la dernière fois, je n'ai rien contre Hugo Kao, mais il n'a rien dit en conférence de presse. Il n'a rien dit en tant qu'analyse, comme pour véritablement soutenir cette élimination, la raison pour laquelle le Togo n'a pas pu se qualifier. Il n'a rien dit de bon. Maintenant, revenons sur le terrain. Je pense que
c'est un tout. Personnellement, je n'aime pas parler arbitrage parce que avant le pénalty sifflé sur une faute légère, il y avait eu un pénalty dans la surface de réparation du Togo que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais nous ne revenons pas là-dessus. Là, c'est un pénalty qui est assez clair. C'était un contact entre Agbocho et puis l'attaquant nigérien que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc aujourd'hui, quand on revient sur la faute légère, oui, la faute a été légère, mais ce n'est pas l'arbitre. Est-ce qu'il y avait une faute même? Oui, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas eu faute. Il n'y a pas eu faute. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui l'arbitre qui a éliminé le Togo. Moi, je le dis, quand on fait une analyse... Le Togo s'est éliminé lui-même. Lui-même, quand on fait une analyse sur les 180 minutes, moi, je ne parle pas que du match face au Niger au Bénin. Depuis le stade de Kégué, on a marqué contre le cours du jeu. Oui, certes, on était dans notre temps fort en début de deuxième période, mais c'était un but marqué contre le cours de jeu. Le Togo n'a pas été emballant dans le match. Le Togo n'a pas été entreprenant. Et pire, au Bénin, c'était quand même le chaos. De la première jusqu'à la 94e minute, le Togo n'a pas existé. Et moi, je n'ai pas compris. Alors qu'en conférence de presse avant-match, Jonas Kokou, comme l'a clairement dit, nous allons faire abstraction du 1-0 du match aller pour véritablement jouer, mettre en difficulté l'adversaire. Alors que, Franck, moi, c'est la première fois que je vois un 11 de départ avec 3 milieux défensifs au milieu de terrain. Voilà, donc John Atisso de l'équipe 228.tg qui faisait également ses analyses. Franck, en écoutant donc toutes ces analyses, les propos de l'entraîneur avant, les propos justement depuis un moment, quand il a commencé donc à cornaquer cette équipe, rappelons que c'est, disons, l'entraîneur qui a eu plus de moyens, justement, par rapport à l'édition précédente où Abalo Dossé était presque parachuté là, n'avait pas donc grand moyen et qui a dû s'employer devant le Bénin d'abord et ensuite devant le grandissime, le géantissime, le grandissime favori. Le grandissime Nigeria, voilà, pour se qualifier. Et bon, ben voilà, aujourd'hui on sait que Jonas Kokou Komla a eu beaucoup de temps, il a eu beaucoup de stages. Il a eu également à jouer des matchs amicaux. Alors finalement, où se trouve son problème? Mais c'est difficile de le dire, On sait que oui, ces genres de situations peuvent arriver lorsqu'on est en football. Maintenant, lorsque vous regardez un peu les réactions de l'entraîneur titulaire, lorsque vous l'écoutez, lorsque vous l'entendez parler, pour lui, il est dans le meilleur des mondes, il sait ce qu'il fait et rien ne peut lui arriver. Voilà, il y a eu, on va dire, Latif a sorti le mot, cette surestimation de sa personne, ce narcissisme qui caractérisait un peu les sorties de l'entraîneur Jonas Kokou Komla. Lorsque vous écoutez Grégoire Attignon... Ça va être trop beau, hein? Oui, Grégoire Attignon a dit qu'il n'a jamais compris cette façon de jouer des Togolais, qui reculaient à chaque fois que le Niger portait le ballon. Lorsque vous écoutez Latif Yorouma, il a dit oui, il n'avait plus besoin d'attaquant, mais après, il est allé chercher un attaquant qu'il n'a jamais utilisé. Ça veut dire que là, il y a manque de cohérence dans ce qu'il fait. Lorsque vous écoutez John Tissot, sur l'ensemble des 180 minutes, le Togo n'a pas produit de jeu. Les buts marqués, on va dire, à Lomé, c'est un peu contre le cours du jeu. Il a fallu la rapidité, l'intelligence d'Agoro Ashraf pour faire la différence. Là-bas également, Agoro Ashraf un peu dans contre, un cafouillage, a surgi et a égalisé. Et après, le Togo n'a plus existé. Donc, vous comprenez dans les trois réactions que le coach a quelque part trompé l'opinion. Il savait forcément qu'il n'allait pas développer un football dont il a parlé tout au long de la semaine. Il savait qu'il allait garer le bus. Il savait qu'il allait demander à ses joueurs de jouer bas pour préserver l'avance du match aller. Voilà. Mais sur les médias, il a dit non, il ne faut pas avoir peur de jeu. Ma philosophie, c'est de jouer au football. Donc, il a trompé tout le monde. Voilà, moi, je ne sais pas trop ce qui a manqué, vous l'avez révélé. Il a eu plus de moyens. Il a joué contre l'Algérie, il a joué contre le Bénin, il a joué contre la Côte d'Ivoire, il a joué contre des clubs ici pour se préparer. Alors qu'au moment où Abalo Dossé était, on va dire, en situation, c'était difficile pour lui d'avoir un match amical. Mais il s'en est sorti avec, face au Bénin, face au Nigeria, en gagnant fortement ici 4-1 avant de s'incliner là-bas 2-0. Donc, Jonas Kokou
Coquelin n'avait que l'occasion de pouvoir surfer sur cette expérience et avait eu, on va dire, une situation plus facile. C'est vrai, 2 matchs pour se qualifier et tout est à l'eau. Moi, je ne peux pas comprendre. Angelo, je le disais je le disais tantôt, Jonas Coquelin avait pourtant donné toutes les garanties pour une qualification depuis ici. Et puis, il avait encore bénéficié d'énormes moyens et plus d'attention par rapport à Ballot de Seine, nous le disions. Alors, pourquoi cela n'a-t-il pas marché ? J'aurais aimé qu'il soit là pour nous répondre. Et j'étais même surpris à Cotonou, dans la salle de presse, que ce soit K.O. qui vienne répondre à nos questions. Il n'a jamais, en tout cas, cité un seul nom. Il était dans la redondance. Il allait, il venait. Vous sentez qu'il était très tendu. Il avait sûrement le cœur qui battait la chamade. C'était compliqué pour lui, cet exercice devant la presse. Et donc, je dis que c'est une véritable irresponsabilité de la part de Jonas Coquelin. Quand on voit un peu l'ambiance qui avait animé le groupe des supporters, les médias, même les responsables de la fédération qui étaient en partance pour Cotonou, mais l'ambiance était tout autre au match retour. C'était catastrophique. Je ne sais pas s'il imagine un peu ce qu'il a produit comme effet sur le public sportif togolais qui est resté en tout cas ici à Lomé. Ceux également qui ont fait le déplacement de Cotonou, y compris même la communauté togolaise qui vivait au Bénin qui a fait le déplacement. À ce niveau-là, pour cette question, je vais revenir un peu sur le côté minimaliste du Togolais même lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement façonné d'une manière que le peu nous suffit. Vous êtes quelque part, on vous paie 30 000 francs par mois, vous dites que non, c'est largement suffisant du moment où j'arrive à manger midi et soir, ça me suffit. Or, vous avez la possibilité d'aller ailleurs, de gagner 100 000, voire 150, voire 200 000 francs. Ces joueurs-là que nous venons de citer, eux tous, ils évoluent dans notre championnat. Ils sont dans les clubs, que ce soit ASCO, ASCK, Semassi ou que sais-je encore. On vous dit, gagnez ce match ou qualifiez-vous pour avoir tel montant. Mais comme toujours, on s'est dit, tiens, on a gagné 1-0 au match aller, donc on se contente de ça pour rester derrière et se qualifier. Ce n'est jamais possible. D'autant plus que Harouna Doula... La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque, comme l'a dit un peu Harouna Doula. On va se voir au Bénin. Oui. Nous allons prendre les dispositions pour passer. Et on a vu finalement. Et ils ont pris les dispositions à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Pour rentrer un peu dans l'histoire, le président Pelé, c'est un colonel également, la Fédération nigérienne de football. Il est le patron de la zone UFOA. Oui. Et son pays, merci beaucoup, son pays, c'est le Niger. Tout à fait. Vous pensez qu'il va accepter que son pays soit à la maison pendant que le CHAN, pour la première fois dans l'histoire, se joue à 18 sélections. Je dis bien à 18 sélections. La CAF n'a jamais fait ça. Et le Niger va rester à la maison. Je dis bien, ils ont mis tous les moyens pour passer devant le Togo. Autre chose. Aujourd'hui, oui... Harouna Doula nous avait prévenu. À tous les niveaux. Et aujourd'hui, on a la question de la responsabilité également qui se pose. Jonas Coquelin a refusé de venir devant la presse pour s'expliquer. Il a envoyé son adjoint. J'apprends que le président de la Fédération togolaise de football a reçu le sélectionneur, le capitaine et puis qui sais-je encore pour demander des comptes. On va l'écouter tout à l'heure. C'est très bien, mais je veux qu'on aille un peu plus loin. C'est l'argent du contribuable qui a permis à cette sélection-là d'aller en Algérie, de jouer des matchs aller-retour contre la Côte d'Ivoire, de jouer contre le Bénin de faire le déplacement pour aller à Cotonou. Les différents stages. Donc, c'est l'argent du contribuable. Il faut que la fédération également prenne son bâton de pèlerin pour aller rendre compte au ministre des Sports. Et en cela, si les premiers responsables eux-mêmes voient qu'il faut encore garder Jonas Coquelin, libre à eux, ou soit on prend une autre décision. On est dans un pays où à un moment donné, l'impunité est tellement notoire, ambiante, quelqu'un fait quelque chose, on ne demande pas des comptes. Mais à ce stage-là, je pense qu'il est très important de remettre les pendules à zéro et de demander des comptes à ces acteurs-là. Mais voilà, avant cette manche retour, nous disions que Jonas Coquelin jouait son destin à la tête des éperviers. Et donc, voilà, c'est peut-être chose faite d'une manière ou d'une autre. L'élimination est là. Que dit la fédération? Nous avons réussi donc à avoir le colonel Guy Akovi, qui est le président de la Fédération togolaise de football. Et il nous a raconté un peu comment il arrivait donc à gérer l'après-élimination. Je suis très déçu, évidemment. Nous avons manqué d'imposer notre jeu aux Nigériens. Nous avons manqué de faire douter le Niger qui en a profité pour prendre le match à son rythme. Et nos joueurs ont failli
à 2 fois dans le temps additionnel d'un match de qualification. Il nous faut continuer à travailler. Aussi, c'est une opportunité ratée pour tous ces jeunes joueurs qui ont manqué à quelques secondes près d'écrire leur nom dans l'histoire de notre football. Alors, dans un message sur le site de la Fédération togolaise de football, vous avez déclaré que le comité exécutif tirera toutes les conséquences de cette élimination. Que voulez-vous dire concrètement par rapport à cela? Que ce soit avant, pendant et après les campagnes de qualification des équipes nationales, le comité exécutif se réunit toujours avec les staffs techniques afin d'évaluer les résultats. C'est ce que nous avons fait ce mercredi matin. Il y a eu une réunion avec le sélectionneur Jonas Komla, son adjoint, et aussi nous avons invité le capitaine de la sélection Après. Le staff a reconnu avoir failli à sa mission et que ces résultats ne sont pas le fruit des efforts investis dans les préparatifs. Maintenant, le comité exécutif va transmettre le rapport du staff technique et sa décision au ministère sur l'avenir de l'encadrement technique de l'équipe. Voilà donc ce que dit le colonel Guy Akpovi à propos donc après cette élimination et rencontrer donc le staff technique. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va transmettre, disons, le rapport du staff technique, de l'entraîneur et notre décision. Ça sous-entend quoi, Franck? Bon, je ne sais pas trop. Ça sous-entend soit on le maintient, soit on lui demande de partir. C'était bien, après une telle déroute, de rencontrer le staff technique pour qu'il parle, pour qu'il analyse ce qu'il a fait comme travail depuis les stages jusqu'à ces derniers matchs du CHAN, où le Togo s'en sort avec une élimination. C'était bien de le rencontrer. J'ai envie de lire dans les mots du colonel Akpovi la fédération était quand même prête à demander à Jonas Kokou-Komlan de partir. Parce qu'il a parlé en début de réaction de grosses déceptions et qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Ce résultat ne reflétait pas les investissements faits par rapport à ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc j'espère que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il y a eu des situations comme ça où on a demandé encore aux gens de pouvoir continuer, qu'on va leur faire encore confiance. J'espère que la fédération saura prendre la bonne décision. Je ne sais pas laquelle, mais ils vont prendre la bonne décision pour le bien du football togolais. Maintenant, quant à la fédération elle-même, j'ai dit dans une de mes réflexions qu'il y avait un certain laxisme autour de ce match parce que c'est à l'extérieur. Est-ce qu'on a mis tous les moyens? Est-ce qu'on a discuté avec les Béninois qui accueillaient ces matchs pour le compte du Niger? Parce qu'il semble, par rapport à ceux qui ont fait le déplacement, qu'il y avait une certaine liberté pour les Nigériens de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent là-bas au stade de Koulounou à Cotonou, ce qui n'arrangeait même pas l'équipe du Togo. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises? J'ai eu comme l'impression qu'on a dormi un peu sur nos lauriers, se disant oui. Quel laurier? Je ne sais pas. Se disant... La petite avance d'un but à 0? Non, mais croyant que tout allait se faire sans anicroche, dans le secret des dieux, de façon toute normale. Or, le football, disons la vérité au public sportif, le football, ce n'est pas pour les petits. Le football, je l'ai dit si bien, c'est-à-dire que aujourd'hui les gens... Le football, c'est pas pour les petits, c'est pour vous les grands. Non, quand je dis les grands, c'est juste entre guillemets. C'est-à-dire que il faut prendre en compte tous les paramètres. Tous les détails. Tous les détails. Je dis bien tous les détails, même y compris le petit supporter qui est au-devant de la porte. Mais bon, comme chez nous, on se dit, tiens, il y a les textes, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Or, à un moment donné, même les plus grandes nations de football contournent les textes. Malheureusement, on est là, on est en train de payer le prix. On ne peut pas préparer un tel match dans ces conditions. Parce qu'il y a eu quelques jours, on disait ici, parce que le match se joue à Cotonou, il n'y a pas de mobilisation forcément comme il se devait. Est-ce qu'on a fait un tour au Bénin pour vérifier comment les Nigériens sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, peut-être des gens pour peut-être dissuader un tout petit peu les Nigériens par rapport aux menaces mises en place par l'entraîneur Aridioula. Je suis sûr que ça n'a pas été fait. On a laissé un peu les joueurs à leur sort, entre griffes.
Il n'y a pas eu de sécurité. Quand j'écoute les choses, on dit, mais tantôt, celui-ci vient, faites ci, celui-ci vient, faites cela. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de sécurité autour de ce match. On a joué avec cette qualification alors qu'elle était là, au bout des bras. On pouvait enchaîner une deuxième qualification. Et c'est juste dommage pour le Togo. Quand on prend les joueurs, il semble également qu'il y a, on va dire, une petite guerre parce que la majorité des joueurs, c'est l'ASK et puis ASCO. Donc il y a cette rivalité également qui déteint quelque part sur la prestation des joueurs. Tout cela, on n'a pas pu les corriger avant d'aller jouer ce match compliqué, on le savait, contre le Niger. La faute à qui ? À tout le monde, finalement. Il y a d'abord le staff technique qui n'a pas fait son boulot. C'était facile pour eux, à mon avis, de pouvoir enchaîner par rapport à Ballot, d'enchaîner une deuxième qualification. Ils ne l'ont pas fait. Après, les joueurs également, il y avait la motivation. L'argent en espèces les avait suivis. Ils n'ont pas su profiter. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. J'ai envie de dire que mentalement, psychologiquement, c'est des joueurs qui doivent être déstabilisés. Parce qu'on a mis tout à côté. Il suffit de gagner. Pour les prendre, ils ne l'ont pas fait. L'État togolais. Voilà, le laxisme un peu de la fédération. Il y a aussi trop de copinage. Quand il y a trop de copinage dans le football, ça ne marche pas. Allez demander aux professionnels. Mais attendez, quand vous prenez par exemple aujourd'hui le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, Franck, qu'on ne se cantonne que sur les joueurs de l'ASCK et de l'ASCO pour pouvoir constituer une sélection locale, prétendant que ce sont les meilleurs, il y a un souci. Les autres clubs, qu'est-ce qu'ils deviennent dans le championnat alors? Ce sont des pieds nickelés dans le championnat, ils ne valent rien. Deuxième interrogation, quand vous faites des recoupements et on vous dit, venez par exemple à la SCK et au finish, on vous promet d'aller jouer en équipe nationale. Mais vous trouvez ça normal? Et troisième chose, disons la vérité, je vais mettre le pied dans le plat. Oui. Emmanuel Adebayor, ça m'intéresse. Dites-nous exactement en quoi sa présence au sein de cette sélection est-elle si importante? Je n'ai jamais vu, en tout cas pour ce que je connais, dans les autres sélections à travers le monde, où un ancien joueur arrive en tout cas à venir jouer. Je pense qu'il peut être quand même dans une autre forme de communication. Un leader, demander à ce que... ne sait pas transporter là-bas oui, voilà. Son propre chef. Donc je pense aussi qu'il y a une brèche qui a été tendue et il a saisi. Et voilà pourquoi il était là-bas. À un moment donné, je le dis et je le répète. Comme d'habitude, lorsque vous ne savez pas tendre votre main, on vous prendra votre bras. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous approchez de certains joueurs, même ils ont été déstabilisés par la présence d'Adebayor. Ils n'ont pas du tout... En tout cas, su... Oui, mais déstabiliser comment? Non, mais... Est-ce que c'est bon? Ils pensent que quoi? Parce qu'Adebayor les regarde jouer, donc ils n'y arrivent pas? C'est une forme de pression. C'est une forme de pression. On vous demande simplement de gagner? Non, mais attendez, au même moment, si vous n'avez pas le mental qu'il faut pour être dans cette sélection, malheureusement, vous faites partie en tout cas de cette situation. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette sélection si vous n'avez pas le mental? Voilà pourquoi je parlais de copinage tout à l'heure. Voilà. S'il faut choisir des joueurs, parce que, à un moment donné, les résultats que l'on aura, c'est ça. Voilà, il faut juste avoir nos yeux pour pleurer. Dans tous les cas, je crois que pour une des rares fois, la fédération a rapidement communiqué par rapport à la situation, avec cette sortie donc du colonel quand même, qui a expliqué. Oui, moi je vois que c'est quand même intéressant. C'est bien. C'est bien. Oui, Angelo, allez-y. Non, allez-y, c'est bon. C'est vous l'animateur, allez-y. Non, sinon c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien, on attend la suite. Il y a une réaction du premier responsable de cette fédération pour nous dire comment il entend régler la situation. Exact. Et il a expliqué. Maintenant, ok, on verra bien. On attend de voir la suite. On va suivre justement ce qui va se passer par la suite pour voir, disons, cette incapacité donc de l'entraîneur Jonas Kokou-Komlan donc à cornaquer donc cette équipe. C'est très dommage. Le Togo doit reprendre encore par la phase. Les phases éliminatoires, préliminaires. Il va y avoir 4 matchs. Alors, donc, aux prochaines éliminatoires, et cela devient plus compliqué pour le Togo, Franck. Oui, ça devient compliqué. On est sur la reculade et ce n'est jamais bien pour le développement du football ici. Je pense que cette élimination sent très très mal
sent très mal et il va être difficile de pouvoir oublier ça. Maintenant, c'est qui fera peut-être oublier une telle situation douloureuse, c'est que le Togo se qualifie pour le prochain CHAN. Maintenant, pour le prochain CHAN. Oui, mais en 2025. Voilà, mais rien n'est sûr parce que là, comme on le dit, on a reculé et il va falloir faire 4 matchs au lieu de 2 pour aller au prochain CHAN. Et c'est très compliqué, mais je pense également qu'il faut maintenant penser à mettre plus de moyens dans le football ou bien dans le sport dans son ensemble. Lorsque vous prenez le budget du sport au Bénin, c'est 5 fois plus, plus grand que celui du Togo. On va vous dire que le Bénin est plus vaste. Le Bénin est plus vaste, ça ne veut rien dire. Il y a des petits pays qui font plus que les grands. Donc je pense que si on ne fait pas ça, on sera là toujours à pleurer, à critiquer, à dire des choses. Mais la base est là, il faut aller corriger les choses là. En tout cas, on attend voir ce qu'il va se passer après que la fédération a rendu ce rapport au ministère, ce qui va advenir d'ici la semaine prochaine. On reviendra là-dessus. On revient tout à l'heure. Allez, le chapitre des Togolais en club. Coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. On vous retrouve Angelo Folikwe. En tout cas, il y en a qui sont loin, très loin de l'élimination du Togo au CHAN. Ah oui. Et donc, ils sont de l'autre côté. On va d'abord commencer par Laba Fodo, qui a repris le championnat avec son club à l'Aïn. Ça fait un but partout, mais il a eu quand même... raté. Un pénalty raté, justement. Ça n'arrive pas tout le temps, mais bon, quand ça arrive, il faut en parler. Plaka Fessou même, il est entré à la 46e minute pour son club, Shakhtar, et il a inscrit le but égalisateur, score final 2 buts partout dans son championnat. Maona Amevor, il est toujours là, il dispute tous les matchs. Imperturbable, celui-là. Oui. Imperturbable. Tous les matchs du FC Eindhoven, actuel deuxième au classement de la division 2 au niveau de la Hollande. Il y a également Emmanuel Akman, titulaire dans le match de Santa Clara. Il a joué 46 minutes. Et on pourra parler également de Kevin Boateng, lui aussi titulaire. Le coach lui fait confiance à tous les matchs. Il a disputé tout le match, toute la rencontre de son équipe la dernière fois. On va parler de David Enen, pour qui ça ne va pas vraiment, parce que son club est en perte de vitesse dans son sélection championnat. Sans plus aller. Et là même, il n'a pas joué. Il n'a pas joué sur cette rencontre. C'est très compliqué pour lui. Vivement qu'il retrouve le chemin des terrains, surtout le chemin des buts. Jenda Konam, avec Ritafe également, c'est très compliqué. Actuel dernier de la Liga espagnole, mais blessé. Et sûrement qu'il va revenir d'ici 10 jours, voire 2 semaines. Kevin Denke, avec son club de Cercle Bruges, il a joué tout le match, même si ils ont perdu 4-0 face au club Bruges. Mais bon, il était quand même bien présent dans cette partie. On parlera également de Bebou, qui est toujours blessé avec son club d'Offenheim. On attend de voir exactement à quand son retour. Et puis Frédéric Anano également, qui est blessé avec son club de Hansa Rostock. En tout cas, finalement, il y a plusieurs Togolais blessés à l'étranger. On va continuer donc à suivre et savoir ce qu'ils ont, donc comment ils peuvent revenir très rapidement dans les compétitions. La trente des auditeurs, rapidement, on peut prendre 2 auditeurs, 2, 3, si c'est possible. On a dit, aujourd'hui, on ne va pas donc les avoir trop. Auditeur, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Rachid. C'est Rachid, oui, comme d'habitude, il est le premier à appeler. Je salue tout le plateau. Merci bien. Rachid. Oui, moi, je me demander, Franck Angelo, qui n'ont qu'à avoir le cœur là, parce qu'il risque d'avoir le crise cardiaque, quoi. Jonas, lui, nous a déjà mis dans cette étape, mais au lieu de venir s'excuser devant la presse, pour qu'on puisse le pardonner. Quelqu'un qui dit qu'il a déjà un nom avant qu'il ne vienne au Togo. Ce nom, même, il n'a même pas eu ça au Togo. Pour lui, il n'a qu'à retourner là où il a pu faire son nom. À base de cette affaire, il va, si quand on connaît une équipe qui joue, on l'a vu jouer, et aller se dire à ces joueurs de jouer comme ça, parfois, moi, je vois que c'est de la c'est rien que du pagaille. Franchement, sincèrement, moi, cette élimination-là, ça me fait mal. D'accord. Je n'arrive même pas à le digérer, parce que Haruna Djoula l'a donné une leçon, comment il faut manager une équipe. C'est ça. Non, franchement, il n'a qu'à se retenir. Très bien. Il n'a pas quitté à la tête de cette sélection-là. Merci beaucoup Rachid. En tout cas, Balo de Sey, il a réussi il a déjà eu donc un nom en tant que joueur et après, il a eu donc également un nom en tant qu'entraîneur. Auditeur, bonjour.
On vous appelle comment? C'est depuis Blancomé. Depuis Blancomé, c'est 7. Ah, d'accord. 7 de Blancomé, oui. Je salue tout le plateau. Merci beaucoup. On vous écoute. C'est seulement que M. Jonak doit partir. Il doit partir. Vous voyez, bon, et quand le Ghana avait fait piètre figure à la CAN, oui. Et leur capitaine était convoqué devant l'Assemblée nationale ghanéenne. Ouais. Et bon, et avec plus d'abnégation, ils sont maintenant qualifiés à la Coupe du Monde. Il y a un laisser-aller au Togo. Je dis que j'ai vu le dernier entraînement des éperviers locaux à chose. À Kégé. À Agoué. Ah, Agoué, voilà. Le capitaine était blessé à la cheville droite. Je parle de M. Omedové. Omedové, oui. Il était blessé. Mais je ne sais pas pourquoi l'entraîneur va encore l'aligner au match aller. Vous allez voir que durant le match aller, le Togo n'a rien fait. C'est ça. Le Togo est encore au pire des cas. Moi, je ne sais pas dans une équipe, dans quelle équipe au monde on va aligner les 3 milieux défensifs. C'est au Togo, bien sûr. Le Togo est dans le monde. Parlant, il doit partir. Merci beaucoup, Monsieur Seth. Si ne parle pas, les spectateurs l'attendent. Merci et bonne soirée. Merci. On ne va pas le menacer en tout cas. Le dernier, c'est possible? Non? Bon, d'accord. On va arrêter comme cela. Franck, merci donc pour cette nouvelle émission. Ça a été un plaisir. On dit simplement, oui, c'est fait. Hein? Ouais, on se retrouve. Angelo? Vivement le renouveau, c'est tout ce que nous demandons. Oui, ça fait longtemps qu'on crie le renouveau qui ne vient jamais. Merci à toi, Pélagie, pour, disons, la manipulation technique. Merci également à Eloma Devon. Je m'appelle Aimé Lebon. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir.